Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à vous dans cette nouvelle e-conférence de la Fondation Attijari Wafa Bank dans le cadre de son cycle de conférences échangées pour mieux comprendre. Le thème choisi aujourd'hui, gouvernance éthique et environnement des affaires, les clés d'une croissance pérenne et inclusive. Alors pour parler de l'ensemble des facteurs internes et externes qui ont une incidence sur l'économie, pour ramener cela aux questions spécifiques de la gouvernance et de l'éthique dans notre pays, il nous faut admettre les progrès réalisés, les pistes en cours à développer et celles auxquelles il faut penser à l'avenir à court, moyen et long terme. Ce sera donc l'objet de cette conférence. Il en va de l'évolution économique de notre pays et par ricochet de l'évolution bien évidemment sociale et humaine au Maroc. C'est un sujet qu'on veut souvent présenter comme purement politique. Or, l'environnement ou le climat des affaires, c'est aussi et même surtout, nous allons sonder nos invités là-dessus, un sujet d'ordre technique, procédural, conjoncturel, qui dépend aussi de la manière dont les entreprises s'emparent des atouts et des lacunes du marché et comment elles les traitent sur le terrain. D'autant plus que l'environnement des affaires devient de plus en plus complexe, avec des enjeux sociétaux incontournables comme la question écologique, les modes de production et un interventionnisme étatique à courbe, on va dire, variable au gré des conjonctures. Vous l'aurez compris, c'est un sujet d'une haute importance pour un Maroc en pleine transformation. Et pour aborder ce thème ce soir, sans plus tarder, je vous présente nos invités. Monsieur Yassir Choukairi, directeur du pôle partenariat et développement à l'INPPLC, l'instance nationale de la probité, de la prévention et de la lutte contre la corruption. Monsieur Choukairi, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci à vous. Monsieur Tarek Fadli, PDG de la start-up marocaine Algo Consulting, qui a initié le chantier de la dématérialisation des services administratifs. Monsieur Fadli, bonsoir. Merci d'être avec nous. Et Monsieur Maître Daoud Slimoni Zarouni, juriste d'affaires, avocat au barreau de Paris. Bonsoir, Maître. Bonsoir, merci pour l'invitation. Merci beaucoup d'être avec nous. Nous allons être rejoints dans quelques minutes par Monsieur Karim Tezzi, fondateur du groupe Textile Maroua et président de la commission environnement des affaires au sein de la CGM. Je vous rappelle que nous sommes en live streaming sur les pages Facebook et YouTube de la Fondation. Alors, si vous permettez, Monsieur Choukairi, je commence par vous. Un environnement des affaires qui ne favorise pas la confiance des différents acteurs, dont les règles ne sont pas claires et qui alimentent la suspicion, ce n'est pas bon en période de croissance, encore moins en période de crise ou de frilosité économique, puisque des fois, on a tendance à ne pas forcément vouloir parler de crise. Au Maroc, dès qu'on parle en tout cas climat des affaires, on lit ça presque en top of mind au sujet de la corruption dans notre pays, à différentes échelles et dans divers secteurs. Est-ce qu'il y a toujours lieu de procéder de cette manière-là ou est-ce que les avancées du Maroc en matière de transparence et d'équité sont vraiment notables? Si, donc, effectivement, donc, le sujet de la corruption est un sujet très important du fait que l'impact de ce phénomène sur les aspects sociétaux, mais également sur les aspects économiques. Un investisseur ou un entrepreneur, il a besoin de garanties pour investir au niveau national, des garanties qui ne peuvent être faites que dans le cadre d'un processus de transparence et d'état de droit. Depuis plus de deux décennies déjà, le Maroc a déjà commencé à investir dans ce chantier-là. D'abord, il faut se remémorer le fait que la corruption était un sujet tabou et qu'on a commencé à parler que récemment, les 2 décennies, ce n'est pas suffisant par rapport, par exemple, au chantier des droits de l'homme, un chantier donc qui est très important, qui était prioritaire également, mais qui a aussi a pris son temps pour pouvoir évoluer et arriver à la situation dans laquelle nous y sommes actuellement. Effectivement, donc, de par sa nature, la corruption, même si pendant longtemps elle a été jugée comme étant un moyen très efficace pour les entreprises d'avoir des marchés, de faciliter la bureaucratie ambiante et notamment
pour les aspects administratifs et également pour l'obtention de licences, etc. Il faut savoir, je crois que maintenant le monde des affaires est très sensible à cette question-là, que c'est un frein énorme à tous les aspects liés au développement de l'économie, mais aussi de développement et de la pérennité des entreprises elles-mêmes. Je ne vais pas m'attarder sur les raisons pour lesquelles c'est un frein, mais déjà les risques, plusieurs risques que la corruption représente pour l'entreprise, ne serait-ce que le risque de réputation, qui est quelque chose de très important pour les entreprises aujourd'hui, la réputation que ce soit par rapport à l'administration, mais également par rapport à ses différents partenaires et à ses différents clients. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, le Maroc a commencé depuis 2 décennies à travailler, à œuvrer sur ce chantier-là, notamment à travers déjà la ratification de la Convention des Nations Unies contre la corruption, qui stipule parmi ces différents articles et dispositions, notamment en matière de prévention et en matière d'incrimination, un certain nombre de règles que devraient s'appliquer au niveau des pays qui ont adhéré à ces conventions-là. Justement, elles devraient s'appliquer ces règles-là, mais est-ce que c'est véritablement le cas aujourd'hui au Maroc? Alors, justement, depuis le temps, le Maroc a fait des avancées importantes. On n'a pas toujours, ce n'est pas pour dire que maintenant on est 100% compliant avec la convention onisienne. D'ailleurs, elle n'est pas la seule. Nous avons déjà intégré la convention arabe, la convention africaine, et on s'apprête également, et ça c'est très important pour les entreprises marocaines, à avoir l'adhésion. Le gouvernement avait déjà, dans le cadre d'un programme payé avec l'OCDE, à adhérer à la convention de l'OCDE, donc qui va donner. Et d'ailleurs, la convention de l'OCDE, même s'il elle ne s'attaque qu'à un des aspects spécifiques qui est la lutte contre la corruption et les pots de vin dans les transactions commerciales internationales, d'accord, mais c'est l'une des dispositifs les plus contraignants au niveau de la législation internationale. Bien évidemment, il faudra s'ajouter également toutes les lois nationales, mais cette fois-ci à application extraterritoriale. Il y en a plusieurs, de plus en plus, et qui peuvent bien évidemment toucher les entreprises marocaines qui travaillent dans le domaine de l'export et au niveau de l'international. On reviendra, si vous permettez, M. Choukairi, sur l'applicabilité de toutes ces conventions et de toutes ces lois sur le terrain d'une manière beaucoup plus concrète tout au long de ce débat. Maître Slimouni Zerhouni, M. Choukairi a prononcé les termes « état de droit ». Les indicateurs judiciaires au Maroc, est-ce qu'ils sont à la faveur d'un bilan qu'on pourrait qualifier de positif en matière d'amélioration du climat des affaires? Par là, j'entends notamment le nombre d'affaires instruites devant la justice, l'efficacité de l'appareil judiciaire, etc., etc. Alors, je souscris évidemment à tout ce qui vient d'être dit brillamment. Alors moi, je suis toujours un petit peu mal à l'aise ou dérangé quand on parle de corruption, puisque ça regroupe évidemment des réalités extrêmement variées. Et puis, comment la quantifier, la corruption? Il peut y avoir peut-être des indicateurs qui donnent des tendances, mais si on raisonne en termes juridiques, il n'y a de corruption, du moins théoriquement, que lorsque vous avez une décision qui le constate, une décision judiciaire. Or, je crois que beaucoup de personnes hésitent, ou beaucoup de victimes de la corruption hésitent à exercer les recours par peur de représailles, notamment. Ça peut même prendre d'autres formes. Je vais vous donner un exemple qui m'est arrivé très récemment, très, très concret. Une administration marocaine a rendu une décision. Alors, il ne s'agit pas de corruption, mais pour vous donner l'état d'esprit et cet environnement des affaires qui n'est peut-être pas si bon que ça. Une administration marocaine rend une décision aberrante. Très bien, en défaveur d'une société étrangère. Nous faisons un recours devant la Cour d'appel de commerce, puisque c'est la voie de droit qui est appropriée, et nous sommes un petit peu virulents dans nos écritures, dans notre appel devant la Cour d'appel de commerce. Le client nous a demandé d'être moins virulents, de peur qu'il y ait une collusion entre la Cour d'appel de commerce de Casablanca et cette administration-là. Donc, si vous voulez, quand vous avez quelqu'un qui a peur d'exercer une voie de droit, de peur d'une corruption, de représailles, comment voulez-vous pouvoir quantifier réellement l'impact de la corruption ou de ce genre de pratiques? Alors, ceci étant dit, on en parlera certainement tout à l'heure, mais il y a évidemment tout l'aspect répressif.
qui est à voir, mais bon, on voit que les gens sont assez frileux. Il y a évidemment les efforts qui vont être de plus en plus soutenus, je pense, avec la nouvelle loi de l'instance nationale de la probité, de la prévention et de la lutte contre la corruption, avec les nouveaux moyens d'enquête dont ils vont disposer. Mais il y a aussi peut-être autre chose, c'est-à-dire là, on raisonne en aval, mais peut-être qu'en amont, et on le développera tout à l'heure, il y a peut-être deux choses, à mon avis, qui sont importantes. C'est une question on parle d'éthique, c'est un des mots-clés du titre de notre conférence. Dans l'éthique, selon moi, il y a la compétence. Si vous avez de la compétence, si vous avez des fonctionnaires compétents qui sont formés, si vous avez des magistrats formés et compétents, c'est déjà un premier frein à la corruption. La deuxième chose, c'est la transparence. Et un des moyens de la transparence, c'est la publicité des décisions administratives et des décisions judiciaires. Si tout le monde peut avoir accès, et notamment vous, les journalistes, et les citoyens ont accès à toutes ces décisions, ils vont exercer un pouvoir, une forme de contrôle qui, à mon avis, peut être encore beaucoup plus fort qu'un contrôle judiciaire, puisqu'on va pouvoir voir que tel ou tel magistrat, tel ou tel fonctionnaire, telle administration fonctionne bien et que d'autres rendent des décisions aberrantes. Alors, peut-être pour des questions de compétences parfois, mais peut-être pour des raisons aussi parfois un peu moins avouables. Vous me permettez juste de vous soumettre une question d'une internaute qui nous suit, de Leïla de Bnimlal, qui nous dit « Éthique et bonne gouvernance ne sont-elles pas des notions abstraites ?» Ça va dans le sens de ce que vous étiez en train d'expliquer. Ne sont-elles pas des notions abstraites, dit-elle, qui font appel en grande partie à la subjectivité? Ne faudrait-il pas y associer la notion de transparence qui, elle, est réglementée et normée? Ça rejoint ce que vous étiez en train de dire et peut-être qu'on y reviendra un peu plus en détail tout à l'heure, mais allez-y, je vous en prie, un mot là-dessus. Oui, évidemment, enfin, on est quasiment sur des conceptions quasi philosophiques. Si on parle de gouvernance, d'éthique, bon, on va revenir à des choses très terre à terre, et votre internaute a tout à fait raison. Une des formes concrètes, c'est la transparence. La transparence est consacrée notamment par notre Constitution, par plusieurs textes. Mais on voit encore qu'il y a encore des réticences. Alors, tout ça ne va pas changer du jour au lendemain, mais moi, je pense très sincèrement que la compétence et la transparence peuvent déjà faire beaucoup pour lutter contre la corruption, ou même pas forcément la réelle corruption, parce qu'on ne peut pas selon moi en tout cas, véritablement la quantifier, mais sur le soupçon de corruption qui fait peut-être encore plus de mal que la réelle corruption. En effet, il y a le climat des affaires et la perception que nous avons aussi du climat des affaires. On va y revenir tout le long du débat. Monsieur Fadli, de 2010 à 2020, le Maroc est passé du 123e rang au 53e rang dans le classement Doing Business. Ce classement a été abandonné, on le sait, depuis par la Banque mondiale, mais on ne peut pas quand même oublier l'importance qu'on lui a accordée, énorme importance ici au Maroc. Aujourd'hui, avec les chantiers stratégiques qui ont été menés, les réalisations de grandes infrastructures, etc. À votre avis, quels sont les progrès réalisés qui impactent mais profondément, réellement, concrètement, l'environnement des affaires aujourd'hui dans notre pays? En fait, ce qu'on a constaté, surtout dans notre domaine, et nous, on est concernés beaucoup par le secteur public, par le marché public, c'est qu'en 10 ans, effectivement, en 11 ans, il y a eu un progrès qu'on ne peut pas ignorer. Et ça a été fait à base de lois et réglementations, ça a été fait à base de fluidification de tout ce qui est doing business, par exemple les délais de paiement. On a imposé, et ça c'est un aspect important pour les prestataires et les entrepreneurs, le délai de paiement a été quelque chose d'extrêmement bloquant pour le développement et le doing business. On a vu qu'il y avait une amélioration. Donc sur les 10 ans, je peux dire oui, on a beaucoup avancé. Le classement qui a été abandonné, effectivement, on ne peut pas le quantifier non plus, mais les choses sont en train de progresser. Est-ce que c'est à la bonne vitesse? Je ne pourrais pas vous dire, mais il y a un progrès. Ce qui est, à mon sens, intéressant, c'est que même si on adopte des lois, des délais de paiement, des lois anticorruption, les mécanismes de base de gouvernance et de mesure de l'efficacité de ces lois, à mon sens, n'est pas en place. Je vous donne un exemple et ce qui a été dit tout à l'heure, tout à fait. Par exemple, moi, personnellement, j'ai appris que si je perds un appel d'offres, je ne vais jamais écrire
ou demander, parce que j'ai fait cette erreur il y a 10 ans où j'ai porté plainte, et là, la réputation qu'on développe, on a déjà la réputation d'être une société qui est clean, donc on travaille avec nos clients qui sont clean, mais ça donne une réputation que quelqu'un, soit il n'est pas dans ce mindset, soit il va se plaindre. Donc nous, on ne se plaint pas, on soumissionne, on ne se plaint pas. Ce qui est du délai de paiement, je pense que c'était en 2011 ou 2012, on a changé les délais de paiement de 90 jours à 60. Et à partir de 60 jours, il y a des intérêts. Il y a un mécanisme qui compte les intérêts pour dédommager le prestataire. La même chose, ce n'est pas un mécanisme qui est fiable parce que pour demander ces intérêts, il y a un écrit à faire, il y a un document à signer, et si par malheur vous allez signer ce document et réclamer vos intérêts, parce que comment nous on finance les appels d'offres, et là Tijari le connaît bien, on fait le factoring avec eux, c'est qu'on prend en fait de la banque pour financer de quoi payer nos salariés, de quoi payer les frais du projet, et on attend le paiement. Et en fait, quand ce paiement est en retard, il y a la banque qui facture ses intérêts, il y a notre marge qui est en train de partir, et ces intérêts que l'État promet de payer en cas de retard d'échéance, c'est une bonne chose, mais si on la réclame, en fait, le client est susceptible à avoir un audit automatique de la Cour des comptes, et si cet audit tombe, là, vous êtes mal vu, vous n'avez pas joué le jeu, vous n'êtes pas... Donc, ces mécanismes, à mon sens, sont là, mais en fait, c'est l'humain qui est toujours au milieu. Et il y a ce qu'on appelle le pouvoir discrétionnaire de la personne qui prend la décision. Ce pouvoir-là, à mon sens, quelles que soient les lois et les mécanismes qu'on va mettre en place, ça ne va pas suffire. Pour moi, personnellement, et pour mes confrères dans le même métier, la solution, c'est le digital. C'est de minimiser le decision-making au niveau de ce preneur de décision au maximum et, comme ça a été dit, améliorer la transparence. C'est-à-dire, si je perds un appel d'offres, je dois être en mesure d'aller sur un site public et voir comment j'étais noté par la commission et voir exactement la raison pourquoi j'ai perdu. Comme ça, je n'ai pas à écrire à personne. Je vais savoir que j'étais défaillant dans mon offre technique ou l'offre financière, ça on le sait, mais où est-ce que j'étais défaillant dans mon offre technique qui me permet moi aussi d'apprendre, à mes équipes à apprendre et à rectifier pour la prochaine fois. Or, qu'aujourd'hui, on perd, on nous donne un classement, on ne sait pas sur quel aspect on était défavorisé par rapport à notre réponse technique. Voilà. Oui, alors on reviendra bien évidemment sur cette question de dématérialisation qu'on nous dit en marche, l'est-elle véritablement suffisamment en tout cas ou pas, on y reviendra bien évidemment. Peut-être une réaction, Monsieur Choukari, à ce qui vient d'être dit, puisque avec Monsieur Fadli, on voit bien qu'il y a quand même un déphasage entre ce qu'on peut prendre comme mesure entre ce qui est annoncé et ce qui se passe sur le terrain entrepreneurial, et ce qui rejoint aussi la remarque de notre internaute tout à l'heure sur la question de la transparence. La transparence économique, Monsieur Choukari, est nécessaire pour que l'accès à l'économie ne soit plus élitiste ou perçu comme tel. Il y a la perception, il y a la réalité. Quand on vous parle de transparence économique, pour vous, cette transparence économique, elle repose sur quel levier? Quels sont nos acquis véritables aujourd'hui, à la lumière de ce que vient d'expliquer M. Fadli? Moi, vous avez parlé tout à l'heure des aspects liés à la bonne gouvernance, et la transparence, évidemment, elle fait une partie intégrante et un pilier important de l'aspect de bonne gouvernance. Mais je dirais, c'est quelque chose d'inhérent à tout dispositif de réforme en matière de lutte contre la corruption. Transparence qui doit être consacrée, elle est consacrée bien évidemment au niveau de la Constitution. Nous avons une loi d'accès à l'information, elle est ce qu'elle est. C'était une première étape, je ne dirais pas que c'est le summum, je crois que c'est plutôt le minimum des choses qu'il faudrait mettre en place, qu'on vient d'adopter. Bien évidemment, qu'on est en train de voir, déjà il y a eu beaucoup de discussions sur, je dirais, sur ces limites avant même qu'elles ne soient adoptées. Bien évidemment, avec l'application, on constate que c'est quelque chose qui doit être amélioré. Et d'ailleurs, c'est un souci qui n'est pas uniquement du secteur public. Effectivement, l'information doit être disponible partout. Il y a même, je dirais, peut-être on parlera de la stratégie nationale de lutte contre la corruption pour une composante importante qui est dédiée au monde des affaires, qui est prise en charge en partie par les représentants des entreprises. Il y a cet aspect aussi de rendre l'information disponible
des informations financières de l'entreprise, etc. Bien évidemment, le dispositif aussi, si on parle au niveau des marchés publics, il y a eu quelques avancées importantes, effectivement, mais là également, il y a aussi des insuffisances qu'il faudra mettre en place le plus rapidement possible pour que, effectivement, moi je suis tout à fait d'accord que l'information relative au choix, bien évidemment basée sur l'aspect de subjectivité. Vous savez, que ce soit dans le public ou dans le privé, la prise de décision, elle est subjective. Je peux vous donner même des exemples. Ce qui peut être considéré, ça, on reviendra aussi à la notion de corruption. Le fait que j'emploie, que ce soit là également dans le public ou dans le privé, une connaissance, plutôt que quelqu'un que je ne connais pas. C'est un gage de confiance. Ça peut être un gage de confiance pour la personne, comme ça peut être de la corruption, parce que je le connais, donc je le favorise. C'est des dilemmes. C'est pour ça que l'éthique, en général, nous avons ce genre de dilemme. Bien évidemment, nous avons des conflits d'intérêts. L'idée, c'est qu'on essaie de se détacher au maximum, qu'on ait une compréhension des différents phénomènes qui risquent, je dirais, de tourner la décision la plus profitable au public quand on est dans le public et à l'entreprise quand on est au niveau de l'entreprise. Et la transparence en fait bien évidemment partie. D'ailleurs, même si je parle de façon générale, la transparence et mettre à disposition du grand public le maximum des données exploitables, ça aiderait l'ensemble des parties prenantes qui œuvrent pour la lutte contre la corruption à avoir, je dirais, des auxiliaires. Parce qu'on ne peut pas tout contrôler. Même si on met le meilleur dispositif de contrôle au monde, il n'y aura pas suffisamment de personnes pour évaluer l'ensemble des transactions qui se passent. Donc là, la société civile a un rôle très important à jouer et également les partenaires et les parties prenantes. Si vous permettez, M. Choukari, tout à l'heure, Maître Slimani Zerhouni nous disait que c'était difficilement quantifiable, hein, cette question de corruption. On disait aussi, tout à l'heure, on a évoqué l'indice Doing Business qui n'existe plus aujourd'hui. On a Sana de Tanger qui dit justement la suppression du classement Doing Business de la Banque mondiale rend difficile, dit-elle, l'évaluation des progrès réalisés en matière d'environnement des affaires. Quel est l'indicateur, elle pose cette question, quel est l'indicateur fiable le plus suivi par les investisseurs étrangers ? Alors, je vous dirais, le doing business est un élément très important qui est suivi par les investisseurs étrangers pour prendre la décision. Et également, je dirais, qui est d'ailleurs, c'est un indicateur qui n'est pas lié directement à la corruption. Ça, il faut qu'on le sache. L'indicateur, il n'y en a pas un indicateur fiable à 100% qui permet de déterminer quel est le niveau de corruption dans un pays donné. Actuellement, au niveau de l'instance, on a commencé à travailler sur une première enquête nationale qu'on avait faite au niveau de 2015, qui était une enquête test. Et justement, à partir de les résultats n'étaient pas suffisants pour pouvoir identifier des indicateurs capables de mesurer au niveau national le degré, entre guillemets, de corruption dans le pays. Nous allons lancer très prochainement, au début 2022, 2 enquêtes nationales. L'enquête qui portera sur, je dirais, les aspects liés à la quantification de la corruption au niveau du grand public, mais une autre, et ça va être une première, au niveau des entreprises. Nous devons avoir aussi l'avis des entrepreneurs et des personnes qui travaillent dans le monde des affaires sur leur perception qui est différente et leurs attentes qui sont différentes des citoyens de façon générale. Ça, d'un côté. Au niveau des investisseurs, je peux vous dire que l'indicateur le plus connu au niveau mondial, c'est l'indicateur de perception de corruption de Transparency International. C'est le plus ancien, il n'est pas parfait. Nous avons, tout le monde, même Transparency International elle-même, elle a une série de réserves sur son indicateur. Mais c'est le seul, parmi les seuls des indicateurs au niveau mondial qui permettent de classer les pays pour cet aspect de corruption. Et donc, les investisseurs, quand ils choisissent de s'installer quelque part, ils voient forcément cet indicateur. Et notamment, il y en a même des entreprises internationales à part la décision de s'installer, la décision de déléguer certaines fonctions, notamment des discussions et je dirais les aspects en relation avec les transactions commerciales avec le gouvernement, ils dépendent également de cet indicateur. Et comme vous le savez, nous ne sommes pas très bien placés au niveau de cet indicateur. Donc, j'espère qu'avec l'enquête nationale que nous allons lancer, Inch'Allah, en 2022, nous aurons, en interaction donc, avec l'ensemble des parties prenantes, pouvoir identifier au niveau national des indicateurs fiables qu'on aura à mettre à jour d'une façon annuelle pour mesurer à la fois le degré de la corruption dans la société dans différents secteurs, mais également l'impact, et ça c'est le plus important, l'impact des réformes qui sont faites.
parce qu'il ne suffit pas d'éliminer, comme vous avez dit tout à l'heure, la corruption ou certains aspects de la corruption. Il faut savoir est-ce que les mesures que nous avons mises en place et qui coûtent beaucoup d'argent parfois, est-ce qu'ils ont été capables de réduire le phénomène? Et nous venons d'être rejoints par Monsieur Karim Tiazi, fondateur du groupe textile Marwa et président de la commission environnement des affaires au sein de la CGM, la Confédération générale des entreprises marocaines. Monsieur Tiazi, bonsoir. Bonsoir, et je voudrais d'abord... Merci beaucoup d'être avec nous. Exactement au moment où on va commencer à parler des mesures en cours. D'ailleurs, je vous pose tout de suite la question. Le Comité national de l'environnement des affaires est présidé par le chef de gouvernement. Son objectif est de coordonner les actions des intervenants et publics et privés. On assiste aujourd'hui d'ailleurs au lancement de la politique nationale de l'environnement des affaires 2021-2025. En discutant avec vous du sujet, Monsieur Tiazi, vous me disiez une phrase qui résume, je trouve, parfaitement les choses. Quand il y a cohérence, il y a transparence et éthique. En effet, c'est imbriqué. Une feuille de route existe aujourd'hui. Elle repose sur des piliers. Elle précise une trentaine d'initiatives. Quels en sont les principaux traits et quid justement de leur cohérence? Alors, je voudrais tout d'abord m'excuser pour le retard qui est dû à une contrainte majeure. Je vous remercie pour l'invitation. Alors, pour revenir au sujet de la stratégie nationale de l'environnement des affaires. Ce qui est important, c'est la manière dont on a procédé. L'environnement des affaires concerne l'ensemble des départements ministériels. Donc, le comité est chapeauté par le chef du gouvernement. Le secteur privé était représenté par la CGM et nous avons fait appel à des experts internationaux. Ce qui est important, c'est de comprendre la démarche. Donc, nous avons en fait analysé le parcours des événements clés de la vie d'une entreprise, tous les événements clés. De ce parcours, nous avons identifié environ 110 contraintes. On a classé en macro-contraintes. Face à ces contraintes, pour répondre et pour régler ces problématiques, nous avons identifié un ensemble de réformes qu'il fallait mener. Parmi ces réformes, il y avait déjà des réformes qui étaient en cours. Il y avait évidemment des réformes nouvelles, mais on a insisté sur une nouvelle catégorie, typologie de réformes, qui étaient ce qu'on appelait des réformes iconiques, c'est-à-dire des réformes avec un fort impact immédiat ou une forte valeur ajoutée attendue. Ça, c'est, je dirais, sur la commission. En attendant, il y a eu le nouveau modèle de développement. Donc, un environnement des affaires, si vous voulez, c'est un environnement des affaires qui répond aussi à une stratégie, à une vision politique. On peut être, en fonction, je dirais, des choix politiques et des choix économiques qu'on fait, l'environnement des affaires doit répondre à ces choix-là. Donc, ce que nous avons fait à la CGM, c'est de mettre en place un livre blanc qui a été publié en octobre avec un ensemble de mesures, je les détaillerai peut-être plus tard, mais l'importance pour nous, ça a été de mettre en cohérence à la fois les attentes de la CGM, la stratégie de la Commission nationale de l'environnement des affaires, et tout ça, évidemment, en cohérence avec le livre blanc. Alors, pourquoi je vous ai dit que s'il y a cohérence, il y a transparence et il y a forcément éthique, le problème qu'on a vécu pendant très longtemps, on a hérité de situations parfois assez incohérentes. On regarde certaines filières industrielles typiquement où on soutient, où on protège parfois plus les intrants qui sont nécessaires à la compétitivité que le produit fini. Il y a des secteurs qui sont laminés par l'informel et évidemment l'informel c'est une problématique complexe, c'est un des sujets majeurs, je dirais, de notre environnement des affaires qui n'est pas forcément traité par le doing business. Et donc, s'il n'y a pas de traitement de ces problématiques, les secteurs qui sont fortement touchés typiquement par l'informel, je peux parler du textile ou de l'agroalimentaire dans l'industrie que je connais, sont des secteurs qui ont du mal à émerger. Voilà un peu. Donc, on arrive effectivement à l'éthique quand on a de la cohérence. Et la cohérence, il faut une ligne éditoriale claire et être en capacité, tous, de pouvoir public, privé, de mettre en œuvre les réformes qui vont soutenir cette ligne éditoriale. Et ça nous
m'intéressera en effet, Monsieur Tiazi, de revenir avec vous sur les mesures phares, selon vous, selon le patronat, en matière de politique nationale concernant l'environnement, des affaires, bien évidemment. Monsieur Fadli, vous parliez tout à l'heure de la dématérialisation, l'accélération de la digitalisation, en tout cas, on l'a constaté au niveau des opérations fiscales, douanières, la réforme des centres régionaux d'investissement, la promulgation de la loi relative à la simplification des procédures et formalités administratives. Ce qui est proposé aujourd'hui, est-ce qu'il est de nature à rendre la digitalisation encore plus rapide? Est-ce que vous ne trouvez pas que l'acte d'entreprendre reste encore extrêmement compliqué comparé à d'autres pays, Monsieur Fadli? Alors, sur le premier volet de la question, ce qui a été fait, effectivement, c'est des avancées majeures, mais on a tous fait le constat que on avance très bien, on accélère même quand il s'agit de collecter les deniers publics. Donc, dans tout ce qui est impôts, tout ce qui est douane, ça avance très bien. Ceci dit, il y a d'autres aspects qui touchent aux Marocains, que ce soit la personne physique ou la personne morale, quotidiennement, qu'on n'arrive pas encore à attaquer. Et ça fait partie du schéma de la bureaucratie marocaine, à savoir la muqata'a, le muqaddam, ces instances touchent à l'individu et à l'entreprise. Donc, il y a cette approche. Il y a aussi des ministères que j'appellerais des ministères mastodontes, et je ne vais pas hésiter à en nommer, par exemple, le ministère de la Justice. Et les maîtres vont peut-être être d'accord sur ça. Donc, on a un ministère qui est immense, alors que l'exemple a été bien fait par la conservation foncière, qui dispose aussi d'archives qui sont juste immenses et légendaires. Ceci dit, cette administration a aujourd'hui pu réaliser ou mettre à la disposition des Marocains le service le plus utilisé, à savoir le certificat de propriété, qui est aujourd'hui disponible en ligne en toute transparence. Donc, pour le ministère de la Justice, je pense, si mes statistiques ne sont pas fausses, il y a 150 tribunaux et chaque tribunal a un système différent. S'il dispose d'un système, on a toujours recours au papier, l'archive papier. Donc, il y a des tribunaux qui ont bien avancé sur quelques systèmes. Ceci dit, on ne voit pas une vision unifiée de ce ministère. Et comme a dit Sikarim tout à l'heure, c'est un secteur qui touche l'ensemble du ministère. Et si vous faites attention au discours royal de 2016, Sa Majesté a bien parlé de fournir le service administratif comme un service, c'est-à-dire on ne peut pas demander à un citoyen un document qui est déjà dans une autre administration. Et en fait, ça, depuis l'indépendance au Maroc, c'est ça le modèle de travail de l'administration, c'est que chaque administration est isolée en silo, travaille toute seule. On n'a pas développé cette culture de partage de données, cette culture d'interopérabilité de la data. C'est-à-dire, je viens à une administration A, je donne un identifiant, je fais une demande sur un simple papier et toutes les pièces jointes qui sont chez l'administration B, C et D vont être linkées automatiquement et rejoindre ma demande et ma demande sera faite. Donc, ça, ce n'est pas la technologie, ça, c'est un mindset. Okay? Je dis ça et je dis aussi que la plupart des administrations marocaines sont très, très fortes en termes de gestion de la data en interne. Okay? C'est-à-dire en interne, ils ont de la data, ils ont de l'information, ils ont de la technologie. Mais dès qu'il s'agit en externe, c'est-à-dire en front office, en e-service ou bien en interopérabilité avec notre administration, là, ça bloque. Et ce n'est pas technique. Ça rejoint, moi, à mon sens, c'est culturel. On est jaloux de sa data. On a peur de prendre des décisions qui risquent de chambouler l'ensemble. Donc, justement, permettez-moi de vous couper 2 secondes, Monsieur Fadli. On a une question d'internaute. Vous avez parlé d'aspect culturel, de mindset aussi. Elle nous dit, ce sujet n'est-il pas lié au système politique et culturel de chaque pays? Et pourquoi ne nous autorisons pas à nous inspirer des dispositifs de transparence des pays scandinaves, par exemple? Alors, c'est une bonne question. Alors, moi, à mon sens, de ce que j'ai pu humblement observer avec l'expérience sur les projets étatiques, c'est que
En fait, le Maroc, c'est un pays millénaire. Okay, on a plus de 1000 ans d'histoire. On a un système, un appareil sécuritaire qui marche pour nous. D'ailleurs, il fait en quelque sorte la fierté du Maroc quand il s'agit de terrorisme, entre autres. Oui. Donc, on a cet aspect. Donc, plusieurs personnes me disent, oui, par exemple, le Mqaddam et la Muqata'a, le Mqaddam, on n'a plus besoin. La Muqata'a, il faut éliminer la légalisation de signature. Et d'ailleurs, la loi 55-19, il y a eu une grosse confusion après la publication de cette loi, c'est qu'on nous dit, ça y est, la photocopie conforme, la légalisation de signature, ils vont disparaître. Le problème, c'est quoi? Pourquoi on a besoin de la légalisation du Mqaddam et on ne peut pas s'inspirer d'un autre modèle? Parce que nous, comme d'autres pays en voie de développement, on a un problème de confiance sociétale. Et ça, si vous voyez les rapports de la Banque mondiale, le Maroc est très mal classé en termes de confiance sociétale. En fait, ils disent même que ce n'est pas le problème de la confiance sociale, c'est devenu dans la famille. Okay? On a même des cas en justice où c'est entre la famille qu'il n'y a pas de confiance, entre les membres de famille. Donc, quand on a une culture qui est rangée de ce fléau, et bien sûr, on va guérir de ça, mais ça prend des années. C'est une évolution sociétale. Moi, je dis tout le temps, le jour où un livreur ou le facteur va vous livrer votre package d'Amazon et le mettre devant votre porte quand vous n'êtes pas là, et quand vous allez rentrer le soir, vous allez trouver votre colis, là, on peut dire, on ferme les Muqata'a, on n'a plus besoin de légalisation. Ça peut arriver quand même, Monsieur Fadli, il ne faut pas exagérer non plus. Hein. Ça peut, je ne dis pas que ça ne va pas arriver, je dis que ça va arriver, mais c'est un changement, ça va prendre du temps. Là, on est en train de discuter le doing business. Le doing business, il a un time to market. Je ne peux pas attendre que les mentalités et l'éducation suivent pour favoriser le doing business. Et si je ne peux pas attendre, je dois mettre en place des mécanismes. Aujourd'hui, on connaît tous des anecdotes, des faits divers de légalisation. Donc, pour clarifier sur la loi 55-19, le Marocain n'a plus besoin de légaliser sa signature quand il s'agit d'une demande auprès d'une administration. C'est-à-dire, je vais avec ma demande, je signe devant l'agent et basta, c'est fini, je pars. Ceci dit, quand je fais une demande, par exemple, nous, dans les appels d'offres, là, c'est notre métier, on envoie nos consultants, nos ingénieurs à la Muqata'a pour signer leur CV. Ils doivent légaliser leur CV. Okay? On demande, l'administration, en fait, l'État chez qui on soumissionne, nous demande des papiers de la CNSS pour valider que c'est nos salariés. Okay? L'État à qui on doit payer des impôts, et les impôts nous appellent chaque jour pour nous harceler pour payer les impôts, c'est le même État qui ne nous paye pas à temps. Donc en fait, on boucle et on fait un retour à cette administration. Et comme ça a été dit, que ce soit le public ou le privé, ou bien la corruption, c'est quelque chose de mondial, c'est un phénomène mondial, même aux États-Unis, mais aux États-Unis, on a trouvé des mécanismes pour rendre quelques aspects de la corruption légaux. Okay? Donc, il y a un cadre légal, par exemple, quand vous financez une campagne électorale, c'est transparent. Cette société a donné X millions de dollars à ce candidat. Donc, ça se voit que ce candidat et son équipe vont pousser l'agenda de cette entreprise. C'est fait, c'est out, c'est ouvert. Nous, on n'a pas ça. On a plusieurs niveaux de corruption. Et en fait, à chaque niveau, on va trouver un nouveau layer ou un nouveau type de blocage pour le doing business. Et effectivement, comme l'a dit le cher maître, les investisseurs étrangers, la première chose qu'ils regardent, c'est cet indicateur de doing business. Et autre chose que les étrangers, on a les jeunes Marocains, les start-upers ou les jeunes qui ont besoin de croire que dans leur pays, ils peuvent monter une boîte et attaquer un appel d'offres public ou privé et ils ont fair chances, c'est-à-dire les mêmes chances de gagner. Oui, et ça, oui. C'est quelque chose qui doit être l'objectif. J'espère que c'est l'objectif de ce nouveau gouvernement. C'est pourquoi on parlait tout à l'heure d'économie élitiste ou perçue comme telle. Maître Slimouni Zerhouni, les obstacles à franchir, déjà un mot, votre réaction à cette notion extrêmement importante soulevée à l'instant par Monsieur Fadli, cette question de confiance sociétale déjà, et les obstacles, je disais, à franchir. Est-ce que vous trouvez que la conjoncture que nous traversons, maître, exacerbe les difficultés, ou est-ce
est-ce qu'au contraire, elle a été de nature à susciter une réelle prise de conscience en matière de transparence, de règles de gouvernance et d'éthique? Autrement, est-ce qu'on s'est fait plus confiance? Pour revenir au point de M. Fadli, c'est un sujet aussi que vous connaissez bien parce que vous êtes spécialiste de la question de la propriété intellectuelle et industrielle. D'ailleurs, la feuille de route, on y reviendra tout à l'heure, proposée, évoque, la feuille de route concernant le climat des affaires, j'entends, évoque la question du renforcement du cadre juridique en la matière. Oui, alors j'aimerais d'abord rebondir sur ce qu'a dit M. Fadli, qui est très intéressant déjà sur la dématérialisation. Je ne peux pas être plus d'accord avec lui. Il parlait du ministère de la Justice. Sans même rentrer sur une vraie dématérialisation généralisée dans tous les cours et tribunaux, juste la publication des décisions judiciaires. Et là, ça fait le lien avec la corruption. L'œuvre de justice est humaine. Et évidemment, elle est faillible et il peut y avoir des erreurs. Quand vous avez des décisions aberrantes, il y a deux choses. Ou bien c'est de l'incompétence, ce qui peut arriver, une erreur, ou bien ça pourrait être de la corruption ou un soupçon de corruption. Si vous avez toutes les décisions qui sont publiées et que vous voyez que plusieurs décisions aberrantes sont rendues, à ce moment-là, on va se dire c'est un problème de compétence. Et on peut avoir un débat juridique, des recours judiciaires, et faire monter tout ça jusqu'à la Cour de cassation, très bien. Pareil, si toutes les décisions judiciaires sont publiées et que vous avez une ou deux décisions bizarroïdes qui sont rendues, là, il y a un soupçon peut-être de corruption ou de quelque chose qui ne va pas. Donc déjà, publier les décisions permet déjà de faire le tri entre les problèmes de compétences. Monsieur Tazi parlait de cohérence, que la cohérence mène vers la transparence. J'ajouterais, je suis entièrement d'accord, mais la compétence mène vers la transparence. Et on manque de transparence. Vous parliez de propriété intellectuelle, on a le même problème avec l'Olympique. L'Olympique rend des décisions très importantes en matière d'opposition de marque, où c'est une sorte de mini-procès, si vous voulez, pour savoir si une marque peut être enregistrée ou pas. Et elle refuse de publier ces décisions. Elle les envoie aux parties par simple email, une notification sommaire. Et alors, je ne mets pas du tout en cause la compétence ou la probité des agents de l'Olympique, mais pourquoi se cacher si on n'a rien à se reprocher que ces décisions-là soient publiques, qu'on puisse savoir. Et puis même, on parlait d'investisseurs et de confiance, il y a une question de sécurité juridique. Pour avoir confiance et pour pouvoir investir, il faut savoir où on va, comment tel type de litige est traité, quelle est la tendance de la jurisprudence, quelle est l'application de la loi qui est faite par les tribunaux. Donc évidemment, je suis d'accord avec lui, surtout que c'est extrêmement facile, à mon avis, je ne suis pas du tout technicien, M. Fadli le dira mieux que moi, mais toutes les décisions sont en document Word. Je ne vois pas où est la difficulté pour les publier. Encore un petit mot sur la dématérialisation. Alors oui, avec la pandémie notamment, beaucoup d'efforts ont été faits. Je ne sais pas si c'est parce qu'on avait plus confiance, je pense que c'est surtout parce qu'on n'a pas eu le choix et qu'il a fallu trouver d'autres moyens et donc la dématérialisation. Mais je vais vous donner encore un exemple d'une aberration pas possible qui touche directement l'environnement des affaires, la création de sociétés. Vous savez, pour créer une société, il vous faut obtenir un certificat négatif. Oui. On nous a mis il y a quelques mois une jolie plateforme. J'espère que ce n'est pas M. Fadli qui l'a faite, mais en tout cas, pour ce que je vais dénoncer, il n'y serait pour rien. Ils nous ont donné une super plateforme très bien faite pour les certificats négatifs. Elle est intuitive, elle est très jolie, très bien. Mais il y a des aberrations pas possibles. Les certificats négatifs sont tenus par l'Olympique. Dans la liste des mandataires, ils vous mettent les experts comptables, ils vous mettent les avocats, ils vous mettent tout un tas de choses. Ils oublient les conseils en propriété industrielle qui relèvent de cette administration-là. Bon, passons, on leur a fait remarquer, ils l'ont ajouté. Pire, il y a une nomenclature pour les activités au Maroc qui est très officielle, avec une classification, avec des branches et des sous-branches. Et quand vous faites votre demande de certificat négatif, vous devez indiquer l'activité. Et le plus précisément possible, en tout cas, c'est ce qui se faisait avec le système papier. Et vous alliez dans le détail de la classification. On s'est retrouvé avec le cas d'une société étrangère très importante qui voulait créer une société au Maroc et qui a eu affaire à des difficultés insurmontables parce que la plateforme des certificats négatifs ne vous permet d'indiquer l'activité que dans la branche et pas dans les sous-branches.
Ce qui fait qu'elle s'est retrouvée à indiquer comme activité conseil et qu'on lui a refusé son certificat négatif parce qu'elle n'a pas pu dire publicité, communication, tout ça. On lui a dit, mais non, parce que vous êtes dans la branche conseil, il y a un homonyme au Maroc, mais qui est aussi dans le conseil. Et quand on allait voir, non, c'était un cabinet d'experts comptables qui n'avait rien à voir avec le domaine de la publicité. Et quand on leur a dit, mais vous vous rendez compte comme ce que vous êtes en train de faire? Oui, mais on n'y peut rien, c'est le système informatique, on ne peut pas aller sous la sous-branche. Vous voyez le genre d'aberration auquel on doit faire face. Et quand vous devez expliquer ça à une multinationale qui crée une société en quelques heures à Dubaï ou à New York et qui au Maroc n'arrive même pas à avoir son certificat négatif, et que l'on vous parle de doing business, de climat des affaires hyper favorable, alors évidemment, il y a 1 milliard de choses qui ont été faites et qui vont dans le bon sens, et il ne faut certainement pas dénigrer ça. Mais bon, peut-être faire un peu moins d'autosatisfaction et voir encore les problèmes qu'il y a. Et je souscris complètement à ce qu'a dit monsieur Fadli. Il y a encore beaucoup d'efforts à faire. Vous parliez à l'instant de l'OMPIC, l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale. Vous disiez qui s'occupe de tout ce qui est brevet, etc. Vous disiez qu'il refuse de publier ses décisions. Maître refuse. Pourquoi? Comment? C'est la question. Alors, on passe la parole. Vous prenez n'importe quel office de propriété industrielle digne de ce nom dans des pays déjà un petit peu développés, vous avez accès à toutes les décisions qui sont rendues, notamment en matière d'opposition. Et ça vous permet d'avoir la doctrine très précise des offices sur l'appréciation du risque de confusion, sur ce qui est contraire à leur public, aux bonnes mœurs, enfin, tout ce qui est descriptif, distinctif, tout ça. L'OMPIC, il y a un lien sur le site. Si vous cherchez sur Google, si on cherche bien, il y a un lien qui est inactif pour que ces décisions soient publiées. Mais elles ne sont pas publiées. Et moi, je ne comprends pas pourquoi. Je les pense intègres. Est-ce qu'ils ont peur qu'on leur ressorte leurs précédents et que donc, du coup, quand ils prennent une décision qui n'est pas cohérente, on leur dise « mais attendez, vous avez décidé exactement l'inverse il y a 3 semaines ». Je ne sais pas. C'est un problème de moyens. Je ne crois pas, mais bon, ça, je parle sous le contrôle de M. Fadli. Je pense que ça ne nécessite pas des moyens colossaux que de publier des décisions qui font 3-4 pages en format Word et ou de les mettre en PDF. Je ne sais pas, mais ça, là, il y a un vrai problème de transparence. Et si vous voulez, nous, on est un petit peu embêtés quand on a des clients étrangers qui nous demandent d'évaluer les chances de succès, par exemple, d'une action devant l'office. On est un petit peu embêté parce qu'on a notre propre base de jurisprudence à nous qu'on s'est constituée au fur et à mesure des années et ça nous permet d'avoir une visibilité. Mais ça serait beaucoup mieux d'avoir l'intégralité des décisions avec un moteur de recherche et de savoir où on met les pieds. Et là, on parle de transparence et de compétences et de prévisibilité, donc de sécurité juridique. Oui. Et on reviendra à cette question de droit d'accès à l'information finalement avec M. Choukairi tout à l'heure. Monsieur Tiazi, vous nous parliez tout à l'heure de la fameuse feuille de route 2021-2025. L'occasion pour vous de revenir sur les mesures phares peut-être, mais une question-remarque si vous voulez. Encore aujourd'hui, lorsqu'on discute avec des entrepreneurs, qu'ils soient jeunes ou pas d'ailleurs, qui souhaitent juste simplement entreprendre, ils soulèvent des critiques. Encore aujourd'hui, en 2021 au Maroc. Fondé ou pas, vous nous direz. C'est ça l'objet. Comme les règles du jeu ne sont pas les mêmes pour tous, mon idée, si je n'arrive pas à la financer, et ça sera compliqué à financer, je risque d'en perdre l'exclusivité puisque rien ne me garantit cette exclusivité dans la loi et dans la pratique, etc. etc. Qu'est-ce qu'on peut répondre à cela aujourd'hui, Monsieur Tiazi? Alors écoutez, ça a été dit d'ailleurs, il faut à nouveau instaurer un climat de confiance global. C'est vraiment le thème vous avez évoqué pour les jeunes entrepreneurs l'envie d'investir, et pas que les jeunes, d'ailleurs tous les entrepreneurs hésitent avant de passer à l'acte. Notre première mission est justement de rendre encore plus dans cette conjoncture post-Covid, il faut rendre l'acte d'investir idéalement dans des secteurs productifs à forte valeur ajoutée socio-économique et formelle, il faut rendre cet acte attractif. Aujourd'hui, de l'investissement, il n'y en a pas assez. Et le pire, c'est que le peu d'investissement qu'il y a, il va souvent dans l'informel, dans beaucoup de secteurs d'activité. Et donc, face à ça, encore une fois, il s'agit d'être cohérent, d'avoir une ligne éditoriale, de se dire si on veut de l'investissement, qu'est-ce qu'il faut corriger en priorité et comme on ne peut pas tout adresser. C'est pour ça que nous, à la CGM, on a fixé une dizaine de priorités. Avant de parler de ces priorités, je voulais évoquer le sujet du financement.
pour avoir, dans le passé, présidé l'association marocaine des industries textiles d'habillement, je me suis posé quand même la problématique des financements des TPME. Et quand on regarde les dispositifs existants, il y en a probablement beaucoup plus que pour les moyennes et les grandes entreprises. La grande problématique, c'est que d'abord, ils ne sont pas assez connus, ils ne sont pas assez diffusés. Si vous regardez les dispositifs de soutien, de subventions portées par Maroc PME ou par des stratégies sectorielles, les dispositifs de garantie, Intelarca qui a été récemment mis en place, il y a un ensemble de dispositifs. Le problème, c'est que ces dispositifs, chacun des dispositifs est porté par une agence séparément. C'est très difficile, c'est un parcours du combattant pour le jeune entrepreneur d'agréger tous ces dispositifs pour démarrer son projet. Mais quand vous pouvez le faire, franchement, ça donne aujourd'hui des options de financement encore plus probablement pour les TPME que pour les autres entreprises. Je voulais dire ça. En ce qui concerne la CGM, encore une fois, dans un souci de cohérence, parce que c'est le sujet. Dans un souci de cohérence, la CGM avait fixé des priorités. Évidemment, ces priorités viennent des remontées à la fois des régions et des fédérations. Mais elle a voulu et elle a tenu notre ambition, elle a tenu à les mettre en cohérence à la fois avec le travail du nouveau modèle de développement et ce qui est un peu plus ma mission, en cohérence avec les réformes portées par le CNER. Quelles sont ces priorités? Vous allez me permettre de les lire. La première, c'est mettre en place des mécanismes d'accompagnement intégrés dédiés aux TPME. C'est ce qu'on disait. Les mécanismes existent, ils sont pertinents, mais après, ils sont compliqués à mettre en œuvre. Mettre en place une solution de distribution de quasi-fonds propres pour réduire la sous-capitalisation des entreprises marocaines de manière ciblée. On a, dans les problématiques de financement, ciblé celle-là, celle du quasi-fonds propre, parce que les entreprises sous-capitalisées, c'est quelque chose qui peut se déployer de manière plus rapide et massive pour soutenir les entreprises. Changer les codes de la commande publique dans les 2 ans et stimuler la demande et promouvoir le Made in Morocco. Le Made in Morocco, c'est quelque chose de complexe, on en parle beaucoup. Moi, en tout cas, en ce qui me concerne, je pense que le Made in Morocco passera par l'émergence de marques marocaines. Et là, on revient aux problématiques qui ont été soulevées sur les protections intellectuelles et commerciales, industrielles et commerciales, qui, malgré les efforts et des textes qui sont, il est vrai, relativement avancés par rapport aux pays concurrents, l'application, on peut trouver ces produits quand on est une marque copiée partout par la contrebande, par l'informel, même dans des circuits de distribution organisés. Tester une nouvelle approche pour le développement des compétences professionnelles, ça c'est un vrai sujet. Je pense qu'on peut aller très très vite sur la formation professionnelle et mettre à niveau un ensemble de compétences qui manquent et donc cette inadéquation entre le marché du travail et donc ces compétences. Accélérer la libération maîtrisée du secteur électrique pour réduire les coûts et permettre la décarbonation de l'industrie. J'insiste pour dire que la décarbonation, c'est une urgence. C'est encore quelque chose où les gens ne savent pas ce que c'est par ailleurs et en marge de tout ça, à la CGM, on veut publier un kit de la décarbonation parce que la décarbonation, pour beaucoup, je pense que c'est quelques panneaux, c'est probablement plus compliqué que ça. Consolider le secteur de la logistique pour plus de compétitivité, encourager la productivité des ressources foncières industrielles, l'absence. Il y a beaucoup de zones industrielles, mais des zones industrielles connectées à des bassins d'emploi ou proches des bassins d'emploi, il n'y en a pas beaucoup. Donc, on se retrouve avec des zones industrielles très loin où il n'y a pas, personne ne veut y aller parce que justement la main-d'œuvre n'y veut pas. Changer le paradigme sur la fiscalité pour relancer la demande nationale et rendre le secteur formel plus attractif. Mettre à jour le code du travail en adéquation avec les évolutions de la société et de l'économie. Encourager l'innovation, faciliter l'accès à la R&D et promouvoir la transformation digitale. Je veux dire 2 mots sur l'innovation. C'est vrai que même au niveau de la CGM et partout ailleurs, on parle de crédit impôt recherche et on n'arrive pas à se mettre d'accord avec les pouvoirs publics, avec les contraintes budgétaires qu'ils ont. Mais avant ça, il faudrait déjà qu'on monte des centres d'innovation agréés, spécialisés, dans les secteurs comme on fait d'autres pays. Ça marche. Et aujourd'hui, l'innovation, ce n'est pas qu'une problématique de financement, c'est une dynamique et un mindset pays, je dirais, qu'il faudrait apporter. Enfin, renforcer l'État régulateur et planificateur et innover dans la gouvernance locale dans le but de simplifier une initiative privée au maximum. Voilà, on s'est arrêté à une dizaine de mesures parce que nous avons voulu quelque chose
qu'on puisse implémenter de manière assez rapide. Et nous avons une proposition d'ailleurs, c'est la mise en place de task force qui vont porter ces sujets avec les pouvoirs publics. Et malheureusement, à tous, aujourd'hui, il y a des possibilités, il y a beaucoup de possibilités. Mais pour que ça aille encore plus vite, il faudra qu'on se batte ensemble pour mettre en place l'ensemble des mesures qu'on a évoquées ici le plus rapidement possible. Parce qu'il n'y a pas de solution miracle de leur dire la confiance viendra avec notre capacité à implémenter l'ensemble des mesures que je viens d'évoquer. Si vous permettez, M. Tiazi, je reste avec vous 2 minutes. On a Ali de Marrakech qui nous dit « Le diagnostic du climat des affaires est fait, les mesures identifiées et classées par priorité. Quelle est, selon vous, la mesure par laquelle il faudrait commencer pour frapper les esprits, envoyer un signal fort à tous les citoyens, nous dit cet internaute, tout en préservant la confiance des opérateurs économiques ?» Écoutez, moi, je ne suis pas partisan, pardon, mais je ne suis pas partisan de poudre de perlimpinpin ou de solutions magiques. Je pense que c'est malheureusement un ensemble de mesures qui va… La mesure, s'il y avait une mesure, c'est la capacité de mettre en œuvre, vraiment d'implémenter, d'opérationnaliser rapidement les mesures. Après, on pourrait en prioriser sur les 10, 3 ou 4, mais quand vous savez que sans décarbonation, vous allez avoir beaucoup de mal à exporter en Europe d'ici 2023 avec une taxe. Et l'Europe, c'est 65% de nos exportations. Sans digital, sans innovation aujourd'hui, vous n'existez plus. Sans lutter contre l'informel, vous condamnez des secteurs. Sans ressources, les ressources humaines sont fondamentales. Donc, si vous voulez, c'est difficile d'extraire une mesure ou de la déconnecter. Elles sont interdépendantes. Très bien. Monsieur Choukairi, j'aimerais que vous nous parliez un petit peu des principaux impacts, si vous permettez, du Covid-19 sur le climat des affaires du point de vue donc, de l'INP-PLC en cette conjoncture. L'instance nationale, je le rappelle, de lutte contre la corruption. Est-ce que vous avez pu collecter des données en la matière? Et en parlant de données, comment est-ce que votre instance envisage, pour revenir à cette question soulevée tout à l'heure par Maître Slimani Zerouni et Monsieur Fadli, comment est-ce que votre instance envisage aujourd'hui la question de l'accès à l'information, la question de l'open data et celle de l'utilisation de manière générale des technologies pour améliorer la transparence et par ricochet garantir une certaine éthique? Et merci. Déjà, par rapport à l'accès à l'information, donc, effectivement, on est en train la loi qui est sortie, comme j'ai dit tout à l'heure, qui représente un certain nombre de limites, malgré le fait qu'elle soit déjà en soi. Je dirais, c'est déjà une étape importante de l'avoir adoptée. On est actuellement en train d'essayer d'évaluer, je dirais, déjà en matière de demandes d'informations qui ont été faites par des citoyens, par des entrepreneurs. Et pour cela, nous avons besoin d'avoir plusieurs échanges avec les départements concernés. De notre part, nous avons été étonnés, par exemple, de ne recevoir aucune demande d'information de la part des citoyennes. Et c'est peut-être le cas de plusieurs institutions publiques. Et là, on revient également à un sentiment qui peut être commun avec ce qu'on a vu pour le cas des plaintes. Il y a peu de plaintes, même quand on constate, par exemple, que nous avons… qu'on voit des choses ou qu'on a subi des choses, etc. Effectivement, l'enquête dont j'ai parlé de 2015, elle a montré qu'il y avait un taux de plainte équivalent à peu près à 2,9 jusqu'à 3% pour certains secteurs et de façon générale au niveau jusqu'à 1% au niveau national en moyenne. Donc, des gens ne se plaignent pas et ne demandent pas d'informations. Peut-être, c'est pas peut-être uniquement la faute des gens, peut-être qu'il faudrait accompagner tout cela par une stratégie de communication et de sensibilisation des gens pour qu'ils soient, je dirais, plus sensibles à leurs droits et aux capacités qu'ils ont et aux réformes qui ont été faites, qui sont mises à leur disposition. Ça d'une part. Au niveau du Covid, ce que je peux vous dire, effectivement, j'avais omis de le dire tout à l'heure, mais on a essayé également, et on essaie toujours de lancer une enquête sur l'impact du Covid sur la corruption. Donc, on est dans les phases finales de préparation des cahiers de charges et de leur lancement et d'accompagnement par un cabinet spécialisé pour pouvoir mesurer l'impact. Ce qu'on sait, que l'impact est important et que avec la pandémie, bien évidemment, avec des mesures d'urgence, plus on a je dirais, de nouvelles mesures qui permettent de passer outre un certain nombre de dispositifs,
on a plus de possibilités et de risques de tomber sur des situations de corruption. Et l'idée, c'est d'éviter que la pandémie sanitaire ne se transforme également en pandémie de corruption. Au niveau de certains pays qui ont fait ce genre d'évaluation, ils ont trouvé effectivement qu'il y avait une augmentation sur certains aspects, sur certains secteurs, notamment en matière d'acquisition de vaccins, de distribution de vaccins, en matière de gestion également des couvre-feux, etc. Donc, nous avions vu de nouvelles formes qui n'existaient pas avant, qui sont propices à des pots de vin ou à de la corruption. Donc, excusez-moi, je ne me rappelle pas de la dernière question. Alors, c'était la deuxième question, c'était par rapport aux données, par rapport à l'utilisation des nouvelles technologies, justement, de manière générale. Est-ce que l'INPPLC a un avis là-dessus? Et de manière générale, sur la collecte des données dans des périodes pareilles que le Covid-19, qui peuvent se présenter à l'avenir façon... maintenant. Bien évidemment. Mais si vous voyez la loi 46-19, instituant la nouvelle instance et la dotant d'un certain nombre de prérogatives qui n'existaient pas au niveau de l'ancienne instance, notamment ceux relatifs à l'investigation, à l'autosaisine, mais également elle a créé ou rendu obligatoire la création d'un observatoire de la corruption. Et nous sommes actuellement en train de finaliser les aspects, je dirais, conceptuel de fonctionnement de ce secteur observatoire qui est basé notamment sur un outil de veille, de collecte d'informations, que ce soit des données publiques, donc on va essayer de les récupérer d'une façon automatique, et que ce soit à travers notamment des conventions qu'on est en train de mettre en œuvre. D'ailleurs, on a lancé dernièrement l'appel d'offres et l'attribution du portail d'intégrité qui se veut un portail qui va récupérer l'ensemble des données disponibles en relation avec l'intégrité et la bonne gouvernance pour que le citoyen lambda, l'étudiant, les juristes, les experts en matière de corruption, mais aussi les hommes d'affaires et les investisseurs puissent trouver dans un seul lieu l'ensemble des informations en relation avec la corruption et l'intégrité. Donc, ils peuvent par ça connaître l'ensemble des dispositifs, je dirais, réglementaires, l'ensemble des statistiques, des rapports nationaux et internationaux qui régissent la matière, l'ensemble des indicateurs, etc., dans un seul lieu, et en plus de cela, avoir la possibilité d'interagir avec l'institution, notamment en matière de dénonciation ou, je dirais, de plainte en relation avec des actes de corruption. En parallèle, nous sommes en train également et ça c'est très important, il faut renforcer, on est en train d'œuvrer vers l'instauration d'un dialogue public-privé en matière de lutte contre la corruption. Et on compte énormément sur des différents intervenants, à savoir le secteur privé en priorité, et également le secteur public qui est dans une relation gagnant-gagnant pour les deux, pour qu'on échange et qu'on puisse instaurer un dialogue pérenne, à l'instar, je dirais, d'expériences que nous avons au niveau de la CNEA. Finalement, ce dispositif-là sera accompagné également par un mécanisme de haut niveau de signalement de cas de corruption qui permettent de traiter rapidement je dirais, les réclamations dans le domaine, dans le cas de suspicion de corruption, pour éventuellement œuvrer vers une meilleure, je dirais, un meilleur service en matière de marché public. Parlons désormais, si vous le permettez, messieurs, des mesures indispensables à mettre en place pour garantir un meilleur climat des affaires. Bien évidemment, M. Tessier a commencé à en parler tout à l'heure, et même dans le détail, par rapport à ce qui devrait être fait dans les années à venir, 2021-2025. Donc, M. Fadli, ça serait prévisible ou pas, j'hésite en fait, ça serait prévisible ou pas de votre part d'ériger l'accélération du numérique en priorité pour améliorer le climat des affaires, accélérer la croissance, booster l'économie sur les 5-6 prochaines années. Est-ce qu'on est sûr que c'est par la technique qu'on y arrivera? Autrement, est-ce que par l'évolution de la technique, on peut passer outre, pas vraiment passer outre, on va dire, mais éclipser un petit peu plus le volet juridique, politique de la question? Vous savez, je ne vais pas utiliser de langue de bois, mais pour moi, ça revient au courage politique. La prise de décision, la personne qui doit prendre la décision sur ça, il y a bien sûr des mécanismes. Avant de répondre à ça, il y a la partie data qui a été mentionnée. Tout à l'heure, on avait dit que ces défis, que le nouveau nerf de la guerre, que le nouveau pétrole, c'est la data. Pomper de la data ou rassembler de la data partout, c'est des mécanismes. En fait, on n'a pas développé ces réflexes de aller chercher de la data d'une manière
digital parce qu'on a peur. Comme j'ai dit tout à l'heure, on est renfermé. Tout ce qu'on peut dire sur ce sujet, c'est que pour moi, en tant que technicien, bien sûr, la solution existe. Elle est technique, elle est purement technique. Nous l'avons proposée, nous avons appelé l'idée Safakat. Je ne sais pas si je peux en parler là ou pas, mais le principe LSC, il est très simple. C'est de se débarrasser du papier stylo, être 100% digital, utiliser de la cryptographie pour sceller les offres financières, avoir un algorithme qui va calculer les offres et noter, avoir un comité qui est anonyme, qui n'est pas connu des prestataires, avoir des prestataires sur l'interface qui sont anonymisés. Je vais, en tant que membre de commission, noter prestataire A, prestataire B, prestataire C, le faire à distance sur un outil digital où le public est en train de regarder comment ça se passe en tout anonymat et encore en toute transparence. Et quand l'algorithme calcule le classement et les notes techniques, il déverrouille automatiquement ou il décrypte les offres financières, tout ça avec une intégration. Je n'ai pas besoin d'aller chercher le papier de ma caution de 1 million de dirhams et perdre le papier d'1 million de dirhams et prendre 3 ans pour remplacer ce document auprès de la banque. Je ne vais pas aller demander à la CNSS de me donner les preuves que je dois prouver à notre administration qui sont les salariés. Je vais mettre mon identifiant fiscal et toute la data sur moi, mon good standing avec les impôts, avec la CNSS. Tout ça est automatiquement là. Mon dossier administratif est 100% digital. Mon offre technique est 100% digitale. Elle est notée par des commissions qui sont à travers le royaume, que je ne connais pas, qui ne vont pas connaître ce qu'est la boîte. Ils vont donner leurs notes. Et à partir de ce moment, on va déverrouiller les offres financières. Il y a une pondération, un algorithme qui va classer tout le monde. Et voilà, ça c'est transparent. Il n'y a pas eu de manipulation, il y a eu l'anonymat, il y a eu un besoin exprimé par un client, il y a eu des offres proposées par X, Y et Z avec des connexions à la banque pour la caution, avec des connexions aux administrations. On a automatisé le tout. L'acteur humain est essentiel, il est toujours là, mais on a diminué de son pouvoir discrétionnel et on a mis un outil qui est ouvert et transparent par tout le monde. Ça, c'est un exemple de solution. Mais après, est-ce que quelqu'un a le courage politique de dire je peux vraiment faire un dent ou un petit casse dans le phénomène de la corruption? Est-ce que c'est ma place de prendre la décision? Bon, ça va de soi. Moi, quand j'avais pitché ça à quelques personnes dans l'ancien gouvernement, on m'a dit va dire ça à la Banque mondiale. Donc, on a dit ça à la Banque mondiale, ils sont venus chez nous, on a proposé. En tant que bon citoyen, ce n'est pas une solution que nous, on essaie de vendre comme prestataire, mais au contraire, c'est quelque chose qui va donner equal access à tout le monde pour les marchés ou pour la commande publique. Voilà. Oui, alors peut-être une réaction, Maître Slimani Zerhouni, à ce qui vient d'être dit, développé par Monsieur Fadli. Par ailleurs, vous nous parliez en préparant le sujet de certaines dispositions très simples à mettre en place et qui pourraient foncièrement améliorer rapidement le climat des affaires dans notre pays. Vous les avez distillées au fur et à mesure de cette rencontre, publication par exemple des décisions, notamment judiciaires, avancées en matière de texte, prise en compte des chiffres d'affaires de corruption. D'ailleurs, c'est par cela que ça a commencé. Un mot peut-être sur la formation en matière d'éthique, un mot aussi peut-être sur les pays desquels on pourrait s'inspirer. On a évoqué cela tout à l'heure. Et dans le sillage peut-être de tout cela, nous avons Houda Jamei sur Facebook qui nous dit « Est-ce que l'éducation a un rôle important contre la corruption ?» Oui, alors tout à fait. Alors évidemment, je souscris à ce que disait Monsieur Attazi tout à l'heure. Il n'y a pas une solution miracle qui va tout régler. C'est un ensemble de choses. Ce que a indiqué Monsieur Fadli, évidemment, il y a la numérisation, il y a l'informatisation, mais il y a surtout, parce qu'il ne faut pas oublier que derrière tout ça, il y a des femmes et des hommes qui prennent les décisions, et c'est là où ça peut prêter le flanc parfois à des dérives. Et finalement, le nerf de la guerre, j'allais dire, c'est la compétence, c'est la formation, c'est l'éducation, comme le dit votre internaute. Dans le domaine que je connais, et je vais rester dans celui-là parce que je ne veux pas faire de généralité, dans le domaine de la propriété intellectuelle, on a quand même un problème. On a une administration qui est censée être spécialisée en droit de la propriété industrielle. On a un corps de professionnels qui sont réglementés, les conseillers en propriété industrielle.
On a un corps de règles, de textes de loi qui sont relativement bien ficelés, mais nous n'avons pas de formation en droit de la propriété intellectuelle digne de ce nom au Maroc. Comment est-ce que vous voulez qu'il y ait un écosystème sur la propriété industrielle? Ça part des agents de l'Olympique jusqu'aux magistrats, s'il n'y a même pas une formation universitaire de qualité, gratuite, sur la propriété industrielle. Un autre exemple sur la formation qui ne concerne pas que la propriété industrielle, vous le savez, le Maroc a un accord d'association très important avec l'Union européenne. Et grâce à la volonté de Sa Majesté, dès qu'il a accédé au trône, nous avons obtenu le statut avancé auprès de l'Union européenne. Et ce statut avancé a des conséquences très importantes, puisque le Maroc a pris l'engagement dans un certain nombre de domaines, et notamment celui de la protection de la propriété industrielle, d'atteindre des standards équivalents à ceux de l'Union européenne, et notamment, et c'est dit dans les textes, de prendre en compte l'acquis de l'Union européenne. L'acquis de l'Union européenne, qu'est-ce que c'est? Ce sont les directives, les règlements, c'est la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, du tribunal de l'Union européenne. Tout ça, c'est parfait, c'est très joli. J'ai interrogé quelques étudiants de master, plutôt réputés au Maroc, en leur demandant, mais qu'est-ce que vous avez appris du droit international ou du droit de l'Union européenne? Ils m'ont dit pas grand-chose. C'était peut-être 4-5 heures dans tout le cursus. Comment voulez-vous que les professionnels du droit, que les professionnels de la propriété intellectuelle puissent utiliser tous ces outils-là si on n'a pas de formation au Maroc? Et si vous n'avez pas de formation, c'est là où il peut y avoir des dérives, c'est là où la porte est ouverte à peut-être des actes de corruption, peut-être de l'incompétence, tout simplement. Et comment faire le départ entre ce qui est de l'incompétence pure et ce qui est de la corruption? C'est extrêmement compliqué. Et puis, c'est seulement si vous avez des gens qui sont formés qui vont se laisser plus difficilement corrompre, parce qu'il y a peut-être des gens qui se font aussi corrompre, j'en sais rien, aussi un peu par ignorance ou par manque de connaissance des subtilités. Donc, si vous voulez, pour moi, si je devais choisir un seul élément, mais il y en a tellement d'autres, pour lutter contre la corruption et pour avoir un vrai climat des affaires, c'est vraiment la formation, mais ça ne se fera pas en 3, 4, 5 ans. On en a pour 1 ou 2 générations, mais c'est vraiment par là que ça blesse. Et pour moi, c'est une priorité absolue. Je reviens à vous, Monsieur Choukairi. Est-ce que vous êtes d'accord? La formation est extrêmement importante en la matière. Et nous avons une question de Rachid, qui est un doctorant de Rabat, qui nous dit: le climat des affaires ne doit-il pas être traité en même temps que la corruption dont souffre le citoyen lambda? Le problème ne doit-il pas être traité dans sa globalité pour des avancées durables et palpables? Bien évidemment, Maître Ronny, il a absolument raison. La formation, l'éducation, je veux dire, la sensibilisation. Si on veut vraiment en finir avec la corruption de façon générale, que ce soit dans le monde des affaires ou dans la société, il faut absolument mettre tous les aspects de sensibilisation de notre côté. Déjà, pour que les gens puissent comprendre ce que c'est le phénomène, son impact sur leur vie, plus l'impact est réel pour eux et très palpable et matériel, plus ils agiront différemment. Ils vont être également, c'est un changement, je dirais carrément un changement de fonctionnement culturel, complètement. La majorité des gens, sur la règle, même si j'aime pas trop l'utiliser, des 20-80, nous avons à peu près 10% des gens qui sont intègres à 100%. Rien ne peut les faire changer d'avis. Nous avons moins de 10% qui sont corrompus ou qui ont des dispositions de corruption. Et nous avons 80% qui peuvent basculer en fonction de ce que certains psychologues appellent le triangle de la fraude, qui peuvent basculer si les conditions sont réunies, s'il y a une pression, s'il y a une opportunité, et s'il y a la capacité de soi-même de se justifier par rapport à l'acte que nous sommes en train de faire. Et c'est là où il est important de faire ce changement de comportement. Il y a de plus en plus d'études maintenant, et d'ailleurs, je crois qu'il y a un prix Nobel qui a été octroyé il y a 3 ou 4 ans sur ce phénomène-là de changement comportemental, comment inciter le changement comportemental à travers, par exemple, la de la facture électrique. On a constaté qu'il y a une réduction de la facture dès qu'on commence à envoyer la facture avec une comparaison avec ses voisins directs. Quand ils voient que c'est moi, les gens commencent à être plus sensibles à cela. Peut-être qu'il faudra faire la même chose et innover en matière de corruption. Il y a beaucoup de travaux qui sont en train de gestation au niveau international et même au niveau national qu'on essaye de mettre en place. Le phénomène, il est absolument lié à comme tout, c'est parce que
aucun secteur n'est exempt de la corruption, donc le monde des affaires y est concerné. Il y a un certain nombre de mesures qui ont été prônées par la CGM dans le cadre de la stratégie nationale. Il y a le renforcement, je suis en train de voir au niveau de la CNEA, on parle surtout de renforcement de la régulation de la commande publique. Effectivement, il ne faut pas qu'on oublie non plus que c'est un phénomène qui existe aussi entre les parties privées entre elles. Des délais de paiement, c'est valable pour le public, effectivement, mais c'est valable aussi entre les entreprises privées et leurs sous-traitants qui sont aussi privés. C'est la même chose pour ces dispositifs-là de lutte contre la corruption. Je ne veux pas exclure le public. Le public, effectivement, puisqu'il est sollicité par le citoyen, il y a des possibilités, il y a des cas de corruption qui sont avérés. Il faudra qu'on mette toutes de chances de nos côtés au niveau du privé également pour se doter de dispositifs qui préviennent la corruption et permettent de lutter contre, notamment avec ces aspects de formation et la possibilité de dénonciation sans être le whistleblowing, sans être soumis à des pressions, etc. De l'entreprise parce que c'est bénéfique à l'entreprise d'une façon très fondamentale. Donc, c'est ces conjugaisons d'efforts entre le public et le privé qui est basé sur des axes stratégiques, à savoir la prévention, bien évidemment la composante la plus importante qui est l'éducation, la formation et la sensibilisation, avec des axes, bien évidemment, des aspects liés à la répression pour montrer qu'il y a du sérieux, qu'il n'y a pas de, que les choses ne sont pas prises à la légère quand il s'agit d'atteindre à ces aspects liés à la corruption. Alors, Monsieur Tiazi, je vais finir avec vous. Vous partagez avec nous l'idée selon laquelle tout n'est pas affaire de politique. D'ailleurs, je le disais moi-même tout à l'heure en introduction de cette rencontre, qu'est-ce qui est du coup le plus important à mettre en place? Comment miser dans l'immédiat, oui, vous me direz ce que vous en pensez, dans l'immédiat sur le capital humain, alors même que l'idée qu'on véhicule de partout, c'est justement cette question de manque de formation. Qu'est-ce que vous pensez d'ailleurs de cette nécessité de formation du capital humain soulevée par nos invités? C'est une évidence. Voilà. Chaque fois que j'ai eu l'opportunité de démarcher des investisseurs qui venaient au Maroc, j'arrivais avec une proposition de mesures de soutien, de subvention. En général, la plupart des acteurs structurés vous demandent quelles sont les compétences que j'ai dans mon secteur ou les écoles de formation dans mon secteur. C'est une question politique, ça, Monsieur Tiazi. Mais je vous dis un peu les retours. Non, ça peut être aussi… Mais évidemment, tout est politique. Collection, tout est, et pas que politique. C'est ça votre point de vue à vous? Moi, je pense qu'aujourd'hui, nous sommes, et j'aimerais finir avec une note relativement positive, nous sommes dans un contexte plutôt favorable pour le Maroc. Nous avons des stratégies sectorielles qui fonctionnent, qui sont plus ou moins complètes en fonction des secteurs. Nous avons un positionnement géographique et politique qui nous permet de faire le lien entre l'Afrique, l'Europe, les États-Unis. Nous sommes en train de prendre conscience que nous avons un marché local important. Nous avons des défis et nous avons choisi des défis, justement peut-être pour les rendre… nous avons choisi des défis accessibles, des défis et des réformes, on l'a dit tout à l'heure, que ce soit avec le CNEA ou la CGM, des réformes iconiques, c'est-à-dire à fort impact immédiat. Moi, je veux rester positif. Je crois qu'il y a des vraies opportunités aujourd'hui à saisir et ce sera dans notre capacité à déployer rapidement tout ça. Dernier point sur les ressources humaines. J'ai vu comment faisait typiquement le Portugal, qui est un pays assez modèle pour moi dans l'industrie. Ils ont créé des centres techniques d'excellence qui étaient spécialisés par secteur. Ces centres avaient une dizaine, une vingtaine, une trentaine de doctorants spécialisés. Ces doctorants faisaient la R&D pour le compte de tous les acteurs du secteur. Ces mêmes doctorants, puisqu'ils étaient en relation avec les entreprises, les accompagnaient pour intégrer les nouvelles technologies, la digitalisation, la robotique, etc. Le big data. Ces mêmes doctorants étaient ceux qui réfléchissaient aux ingénieries de formation. Donc, parfois, il y a des mécanismes simples. Et là, il s'agit encore une fois de vision d'acteurs économiques. Et il y a des mécanismes simples à mettre en œuvre. Effectivement, peut-être qu'il faudra une volonté politique pour le faire.
Merci beaucoup, messieurs. Il ne me reste plus qu'à vous remercier de cet échange extrêmement riche. Malheureusement, le temps passe très, très vite. Merci donc à monsieur Yassir Choukairi, directeur du pôle partenariat et développement de l'INPPLC, l'instance chargée de lutte contre la corruption. Merci à monsieur Karim Tiazi, fondateur du groupe Marwa et président de la commission environnement des affaires au sein de la CGM. Merci à monsieur Tariq Fadli, PDG de la start-up marocaine Algo Consulting, qui a initié le chantier de la dématérialisation des services administratifs. Et merci à monsieur Daoud Slemouni Zerhouni, juriste d'affaires, avocat au barreau de Paris. Avec vous, nous avons parlé donc gouvernance éthique et environnement des affaires, les clés d'une croissance pérenne et inclusive, en partenariat donc avec la fondation Attijari Wafa Bank. Merci infiniment. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis avec tellement d'intérêt. Je vous dis à très vite.